Depuis la mort de Ben Laden en 2011 à Abbottabad au Pakistan, ce pays a un petit peu disparu des médias internationaux, d'autant plus que l'organisation de l'État islamique, Daesh, a supplanté Al-Qaïda sur la scène internationale. Or, en fait, le Pakistan reste l'objet de nombreuses interrogations qui portent notamment sur la capacité nucléaire du pays, mais aussi sur l'islam pakistanais lui-même, qui se situe entre islam modéré, marqué par le soufisme, le culte des saints, et un islam rigoriste, violent, qui prône le retour aux origines. Bref, on ne peut pas aborder ce pays complexe avec des idées simples. Le Pakistan se trouve dans le sous-continent indien. Le pays ouvre au sud sur la mer d'Arabie et il a pour voisins l'Iran, l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Le territoire pakistanais fait 796 000 km² et il est traversé par le fleuve Indus. Le territoire se décompose ainsi: la plaine indo-gangetique à l'est et dans le sud-est, des hauts sommets au nord avec le Grand Himalaya, l'Hindu Kush, le Karakoram, des montagnes à l'ouest et un plateau dans le sud-ouest. Islamabad, c'est la capitale, mais les villes les plus peuplées sont Karachi et Lahore. Avec près de 200 millions d'habitants en 2015, c'est le sixième pays le plus peuplé au monde. Le Pakistan, c'est un régime fédéral, et son découpage administratif recoupe sensiblement la répartition des principales aires linguistiques, celles du Pendjabi, du Pashtun, du Sindhi et du Baloutche. 96% de la population pakistanaise est musulmane, dont 87% de sunnites. C'est le deuxième pays musulman du monde par sa population, après l'Indonésie et devant l'Inde, et ce pays avait été créé sur des fondements religieux. Revenons en arrière. Voici l'Empire britannique des Indes. Le 15 août 1947, le départ des Anglais entraîne la partition de l'Empire entre d'une part l'Inde et d'autre part le Pakistan, lui-même divisé en deux territoires, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, situés de part et d'autre du nouvel État indien, à environ 2000 km l'un de l'autre. Car les musulmans de l'Empire britannique des Indes, minoritaires, voulaient disposer de leur propre État dans des territoires où ils sont majoritaires. La première guerre indo-pakistanaise a lieu en novembre 1947, soit 3 mois après l'indépendance des deux États, à propos de l'État princier du Jammu et Cachemire. Que s'est-il passé? C'est au Maharaja du Jammu et Cachemire que revient la décision de rejoindre soit l'Inde, soit le Pakistan. Mais une colonne armée, composée de tribaux en provenance du Pakistan, se dirige alors vers Srinagar avec l'appui indirect de l'armée pakistanaise. Le Maharaja requiert alors l'aide des autorités indiennes, officialisant ainsi l'accession du Jammu et Cachemire à l'Inde, ce qui entraîne l'affrontement militaire entre les deux pays. La guerre prend fin en 1949 avec la partition du Jammu et Cachemire de part et d'autre d'une ligne de cessez-le-feu instaurée par les Nations unies. Aujourd'hui, nous sommes en 2016 et cette frontière n'a toujours pas fait l'objet d'un accord entre l'Inde et le Pakistan. On a donc une première guerre indo-pakistanaise en 1947 à propos du Jammu et Cachemire, une deuxième en 1965, toujours à propos du Jammu et Cachemire, et une troisième en 1971, lorsque le Pakistan oriental fait sécession du Pakistan occidental et devient le Bangladesh avec l'appui de l'armée indienne. On comprend ainsi pourquoi les relations entre l'Inde et le Pakistan sont conflictuelles. Et de plus, ces deux puissances sont des puissances nucléaires, et toutes deux non signataires du traité de non-prolifération. L'Inde a adopté en 2004 la doctrine du Cold Start ou attaque à froid. Elle consiste, en cas d'attaque terroriste d'origine pakistanaise, en une offensive visant la prise de contrôle d'une bande de 80 km de profondeur dans le territoire pakistanais. Cette offensive est destinée à prendre de court la chaîne de décision pakistanaise et à neutraliser ainsi le risque d'escalade nucléaire. Pour parer à cette menace, les militaires pakistanais ont choisi de développer un arsenal nucléaire tactique. Voici le missile balistique mobile Nasr, de courte portée, 60 km, destiné à être déployé non loin de la frontière indienne.
Plusieurs analystes s'inquiètent donc d'une montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Sauf qu'il n'y a pas de risque d'un affrontement nucléaire, chacun des deux États mesurant fort bien l'état de la menace. En fait, aujourd'hui, au Pakistan, le plus grand danger est ailleurs. Ce sont les mouvements islamistes armés. Les autorités pakistanaises ont instrumentalisé ces mouvements à des fins de politique régionale, et ce sur deux fronts. En Afghanistan, tout d'abord, vous voyez ici la ligne Durand qui sépare les deux pays, au Cachemire ensuite, de part et d'autre de la ligne qui sépare les deux Cachemires. Alors pourquoi le Pakistan a-t-il fait le choix d'un islam militant? En 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan. Le Pakistan soutient alors les moudjahidines afghans, tactique répondant à la stratégie américaine anti-soviétique. Ces nouveaux réseaux renforcent la tradition de franchissement de la ligne Durand qui coupe la zone de peuplement pachtoun en deux. Cette ligne a été tracée en 1893 et elle n'a d'ailleurs jamais été reconnue par l'Afghanistan. En 1989, une insurrection anti-indienne débute dans le Cachemire indien, plus précisément dans la vallée de Srinagar, où la population est majoritairement musulmane. Les autorités pakistanaises entendent orienter cette insurrection et elles favorisent donc la création d'organisations islamistes comme le Lashkar-e-Taiba afin d'appuyer leur lutte contre New Delhi via des infiltrations au-delà de la ligne de contrôle. Tout ceci sert les deux impératifs stratégiques du Pakistan. Sur le front est, contrer l'Inde en tirant parti de la question du Cachemire, et sur le front ouest, avoir un gouvernement ami à Kaboul, car le Pakistan se voit comme pris en tenaille entre ses deux voisins. D'ailleurs, en 1996, lorsque les talibans prennent le contrôle de Kaboul, ils bénéficient du soutien matériel et financier de l'armée et des services secrets pakistanais. Mais au lendemain des attentats du 11 septembre à New York, le Pakistan se voit contraint de changer de ligne. Lorsque les troupes de l'Alliance du Nord, alliées aux Occidentaux, entrent dans Kaboul, c'est la fin du soutien pakistanais au régime taliban. Et pourtant, le président pakistanais, le général Musharraf, va jouer double jeu, luttant contre le terrorisme et Al-Qaïda, tout en préservant son influence sur les talibans. À partir de 2003, sous pression des États-Unis, l'armée pakistanaise intervient dans les zones tribales pakistanaises. Alors allons voir de plus près. Vous voyez ici les 7 agences tribales. Elles représentent 27 000 km² et comptaient plus de 3 millions d'habitants lors du dernier recensement en 1998. Ce sont principalement des Pashtuns. Ces zones tribales, situées à la frontière, en zone montagneuse, et soustraites par tradition à l'autorité pakistanaise, offrent un sanctuaire idéal aux talibans fuyant l'Afghanistan. Vous voyez ici la passe de Khyber, qui est l'un des principaux points de passage entre le Pakistan et l'Afghanistan. Après 2004, l'opposition à l'armée pakistanaise se radicalise. Et en 2007, une trentaine de groupes islamistes armés, originaires des zones tribales, s'unissent sous le nom de Tehrik-e-Taliban Pakistan, le mouvement des talibans pakistanais. Basé au sud-Waziristan, il établit des connexions avec les talibans afghans basés dans les zones tribales, notamment dans le nord-Waziristan, et des connexions avec Al-Qaïda. L'islamisme armé, auparavant instrumentalisé par Islamabad, échappe alors en partie à ses commanditaires. On parle de talibanisation du Pakistan. En 2009, lorsque Barack Obama arrive à la Maison-Blanche, il ressente la stratégie américaine sur le continuum Afghanistan-Pakistan, un concept baptisé AFPAC. Car pour Washington, les deux pays ne doivent plus être militairement pris en compte séparément parce que les talibans sont présents de part et d'autre de la ligne Durand. Alors qu'en est-il aujourd'hui, à la fin du deuxième mandat d'Obama? Il y a eu la mort de Ben Laden à Abbottabad en 2011, et la présence de Ben Laden sur le territoire pakistanais pose d'ailleurs la question de la complicité des autorités pakistanaises. Autre événement majeur, la proclamation du califat de l'État islamique en 2014, en Syrie et en Irak, qui rebat les cartes jusque dans cette région du sous-continent indien. Aujourd'hui, les zones tribales sont toujours le principal relais logistique et le principal sanctuaire des groupes armés talibans, qu'ils soient pakistanais ou afghans. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif
a tenté de dialoguer avec le mouvement des talibans pakistanais, sans succès, et depuis juin 2014, Islamabad mène une offensive militaire massive centrée sur le Nord-Waziristan. Alors, en réponse à cette offensive militaire, le 16 décembre 2014, un commando du mouvement des talibans pakistanais a attaqué une école publique de l'armée à Peshawar, faisant 141 morts, dont 132 enfants, soit l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du Pakistan. Et en janvier 2015, les autorités pakistanaises ont mis en place un plan d'action national contre le terrorisme. Sauf que l'armée pakistanaise continue de poursuivre ses propres objectifs, c'est-à-dire l'instrumentalisation de l'islam pour conduire une politique régionale. Islamabad entend toujours distinguer les bons et les mauvais talibans. Les bons talibans, ce sont ceux qui doivent réserver leurs actions pour le champ de bataille afghan. Et les mauvais talibans mènent leurs actions partout où l'Occident peut être mis en échec, y compris au Pakistan, qui est considéré comme étant à la solde des intérêts américains. Pour le Pakistan, les vrais problèmes de sécurité, en fait, sont désormais à l'intérieur du pays, avec l'islam radical, et ce d'autant plus que l'État islamique cherche à s'implanter dans la région pour concurrencer les mouvements talibans. Et pourtant, on a vraiment l'impression que le logiciel géopolitique des stratèges et des militaires pakistanais est resté bloqué sur l'Inde, adversaire historique, alors que la menace, on l'a compris, est désormais ailleurs.